dictionnaire français. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à nous dire qu'il nous est intéressant, c'est que c'est à ce moment-là aussi que le terme autrice va se croiser avec le terme actrice. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le terme acteur et le terme actrice n'existaient pas. Je n'ai pas trouvé dans les lexiques latins français, contrairement à autrice qui existait. Le terme acteur à l'époque avait un sens sémantique très fort, peut-être même plus fort que le terme auteur. Il pouvait notamment vouloir dire lui aussi auteur. On parlait l'acteur, le fatiste, l'acteur d'une pièce, c'était l'auteur aussi. Donc quand le terme acteur a un sens sémantique très fort jusqu'au début du XVIIe siècle, actrice n'existe pas. À partir du XVIIe, quand le terme acteur commence à se réduire à celui de comédien, c'est à ce moment-là que le terme actrice arrive pour nommer effectivement les premières comédiennes qui montent sur la scène de théâtre. Et effectivement, donc, à la fin du XVIIe, dans les dictionnaires qui sont créés, le terme actrice fait tout de suite son apparition et le terme autrice n'apparaît plus jamais. Donc on voit bien le croisement de deux figures, celui de l'autrice à qui on commence à faire la guerre, à qui on dit, et c'est celle qui doit porter sa propre parole. Par contre, l'actrice qui est la médiatrice, qui porte la parole d'un autre et d'un homme, celle-là est accueillie et est nommée jusque dans les dictionnaires. Donc moi, on prend toujours un peu le mythe d'Adam et Ève pour revenir à Maurus Servius Honoratus. À partir du moment où autrice, ou la figure... c'est insupportable. Est une excroissance d'Adam, elle est autorisée. À partir du moment où elle est source et autorisée, elle n'est plus autorisée. Voilà. Donc, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'effectivement, à partir du moment où le terme autrice est sorti des dictionnaires, est sorti des grammaires, au XVIIIe siècle, on ne l'apprend plus. Donc, il va continuer à être revendiqué. Mais comme il n'a plus d'histoire, comme on l'a coupé de son histoire, il est revendiqué comme un néologisme. Et qu'est-ce qui se passe? Il perd forcément en légitimité. Oui. Voilà. Donc, on voit très bien que l'histoire de ce terme nous renvoie à l'histoire d'une figure qui est celle de la figure de l'écrivaine. 5 minutes, il reste. Bon, alors, très vite, je vais rebondir sur la question du matrimoine. Donc, d'abord, souvent, on nous dit matrimoine, est-ce qu'il y a un matrimoine? On nous fait croire qu'il n'y a pas de matrimoine, la plupart du temps, que tout a commencé au XXe siècle. Ça, c'est faux. Premièrement, je prends l'exemple des autrices de théâtre. On en trouve 150 sous l'Ancien Régime, 300 au XIXe et 1500 au XXe siècle. Donc en tout, déjà, rien que pour les autrices de théâtre, nous avons encore plus de 2000 autrices. Ce qui est intéressant, c'est de voir que par contre, je prends les chiffres de la Comédie Française, sous l'Ancien Régime, elles ont été 17 à être jouées à être rentrées au répertoire de jouer à la Comédie Française. Elles sont 12 au 19e et elles ne sont plus que 5 au 20e. Et alors on nous explique souvent que s'il n'y a pas de matrimoine, s'il n'y a pas de femmes artistes, etc., c'est parce que dans les siècles précédents, elles n'avaient pas accès à l'éducation, elles n'étaient pas capables de créer, etc., etc. Or, entre 1950 en gros et 2000-2001, j'ai plus les dates exactes, aucune femme n'est rentrée au répertoire de la Comédie Française. Or, c'est justement la grande période de l'émancipation féminine. Je prends la même chose pour l'histoire des Beaux-Arts. On avait 5% de femmes qui étaient exposées au salon de l'Académie des Beaux-Arts juste avant la Révolution française. 5%, c'est également le chiffre des femmes exposées au musée d'art contemporain aujourd'hui, et pourtant elles sont 60% dans les écoles d'art. Donc, voilà, la question n'est pas aujourd'hui tout est bon, ça y est, c'était des siècles obscurs. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc, d'autre part, la première question c'est, est-ce qu'il y a un patrimoine? Oui, il suffit de sortir les chiffres, elles sont là, il faut les retrouver. Est-ce que ça vaut la peine de ressortir ce matrimoine? Est-ce qu'il y avait vraiment du talent et des compétences? La question est oui aussi, on le voit, on trouve, j'ai cité pour la Comédie Française, on trouve des tas de femmes qui ont été exposées dans les musées. Griselda Pollock l'a encore dit à une conférence il y a très peu de temps, c'est à partir du XXe siècle que les femmes sont vraiment sorties de l'institution. Jusqu'au XIXe, elles sont plus exposées dans les musées et elles ont plus de commandes d'État qu'au XXe siècle.
l'exclusion des femmes est un phénomène extrêmement moderne. Ensuite, alors, l'intérêt aussi, moi je vois pour les autrices de théâtre, pourquoi ressortir ces femmes, c'est aussi évidemment parce qu'elles proposent aussi un autre discours, et notamment sur le rapport héros-héroïne. Je n'ai pas le temps de le développer ici, mais on voit que souvent, par exemple, Catherine Bernard, dans ses tragédies, met en valeur le rapport des femmes au pouvoir, à la gynécocratie, à la solidarité féminine, et ça on le retrouve aussi chez Madame de Graffigny dans ses nids, voilà. Pourquoi enfin remettre en ligne ce matrimoine, le faire ressurgir? C'est évidemment une question de légitimité pour les femmes d'aujourd'hui, ça se tient beaucoup. Il y a absolument besoin de montrer des modèles aux jeunes générations, évidemment. C'est un enjeu de légitimité. Pourquoi on a tant mis en place une histoire? Les hommes n'ont pas passé leur temps à mettre en valeur leur histoire, c'est bien pour une raison. Les femmes doivent pouvoir aussi avoir accès à cette histoire pour avoir accès à une filiation. D'autre part, ce qui me semble très important, c'est justement de pouvoir aussi redonner un nouveau souffle à notre rapport à l'histoire. Refaire découvrir, autant nous sommes souvent étouffés par une histoire qui a été extrêmement institutionnalisée, une histoire masculine, donc faire ressurgir de nouvelles œuvres, c'est aussi une façon de renouveler notre rapport à l'histoire. Je crois que ça aussi pour les jeunes générations c'est très important. Alors comment faire très vite les commémorations, aujourd'hui nous en sommes qu'à peu près 10% de femmes dans les commémorations officielles. Les maisons des illustres, qui sont des maisons qui sont là justement pour les maisons des grands peintres, des grands écrivains, etc. C'est un label qui a été créé en 2011 ou 2012 je crois, donc c'est quelque chose de très nouveau. On pouvait s'attendre à avoir des bons chiffres. Nous n'avons que 8% de maisons de femmes. Et alors, un dernier point très vite, moi, qui me semble très important, simplement en dehors de tout ce qui est commémoration, documentaire, édition de livres, traduction, parce qu'il y a aussi beaucoup de traductions, donc je pense notamment aux conteuses, on pense toujours aux contes d'Anderson, mais qui connaît des conteuses étrangères, par exemple, dans notre histoire? Là aussi, il y a un travail énorme à faire. Mais un dernier point pour moi qui me semble très important, c'est aussi le retour à la performance. Moi, j'en parle pour les pièces de théâtre. Il est très important que ces œuvres de femmes ne restent pas des œuvres d'étude et de curiosité. Il faut aussi le remettre dans un rapport concret et ludique avec le public d'aujourd'hui. C'est le cas pour les pièces de théâtre. Moi, je travaille à remettre en scène notamment Le Favori de Madame de Villieu, qui a été pour les 350 ans de la pièce, qui a été la première autrice à être jouée par Molière et à Versailles devant Louis XIV. Et je pense que c'est la même chose aussi pour la question des contes. Il y a effectivement aussi un travail sans doute justement de refaire circuler, de se réapproprier avec un public moderne, contemporain, les contes de femmes qui nous ont précédés, et notamment des pionnières. Voilà. Bravo, bravo.